Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire, ce point macro du groupe CME. Donc, je suis Raphaël Leblond, responsable France du courtier WH SelfInvest, et je suis accompagné ce soir d'Erik Norland, économiste donc au groupe CME. Ce soir, comme les débuts de chaque mois, nous allons faire un point macroéconomique sur la situation économique actuelle mondiale. Et donc, ce soir, Erik va nous présenter donc le désordre macroéconomique mondial pour donc le mois de septembre. Donc, bonsoir Erik. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Ok, très bien. Sauf que je viens de perdre le... Ok, un instant. Oui, très bien. Je les ai tous. Oui, donc merci à tout le monde d'être venu ce soir pour parler de le désordre macroéconomique mondial. En vérité, la condition de la macroéconomie mondiale n'est pas aussi mauvaise que ça. Il y a des bons côtés aussi. Il y a de très fortes croissances dans l'emploi dans les États-Unis et en Europe. Il y a les salaires qui augmentent, mais il y a quand même pas mal des inquiétudes. Il y a la Chine, par exemple, qui a un taux de croissance extrêmement molle, qui commence à toucher tous les marchés des matières premières. Mais en plus, il y a des très, très fortes hausses de taux d'intérêt dans tous les pays qui sont passés ces derniers quelques mois. Et finalement, il y a l'inflation qui reste quand même assez élevée dans beaucoup de pays, inclus dans la zone euro et au Royaume-Uni. Donc, on va explorer tout ça et on va laisser plein de temps aux questions et à la discussion à la fin. Avant qu'on commence vraiment, il faut que je vous montre les premières clause de non-responsabilité. Mais ensuite, la deuxième clause de non-responsabilité, ce qui ça veut dire que comme CME Group, c'est un opérateur des échanges et pas une banque d'investissement ni un courtier. On ne peut pas vous donner des conseils d'investissement. Donc, il n'y a pas de conseils d'investissement. Mais on va commencer avec l'emploi aux États-Unis. Les chiffres sont tombés vendredi aux États-Unis, mais c'était un chiffre assez mitigé, on va dire. D'un côté, la création d'emplois n'était pas aussi fort que ça. Le chiffre était anticipé à 1700, excusez-moi, à 170 000 emplois créés pour le mois d'août aux États-Unis. Et le chiffre, dans un sens très étroit, est sorti plus fort que ça. 187 000 emplois créés le mois d'août. Donc, c'était une surprise de plus 17 000 emplois. Mais aux États-Unis, il y a des révisions pour les mois précédents. Donc, pour le mois de juin et pour le mois de juillet en combinaison, il y avait une révision vers le bas de 110 000 emplois. Donc, globalement, il y avait à peu près 100 000 emplois moins que prévu. Deuxièmement, il y avait une très forte hausse de taux de chômage aux États-Unis. Le taux de chômage est grimpé de 3,5% à 3,8%, donc une augmentation de 0,3% dans un mois, qui est relativement grand pour un mois. Donc, initialement, le marché obligataire a très bien aimé ces chiffres parce que c'était un indicateur du soft landing et que peut-être la Réserve fédérale était terminée avec ses hausses de taux. Mais après quelques minutes, les marchés obligataires ils ont commencé à voir des vendeurs. Donc, les prix ont baissé, ensuite les taux ont augmenté.
pour tout le reste de la journée, vendredi, et ça a continué un peu mardi et même mercredi dans les marchés obligataires américains. Et la raison pour cela est que quand on voit plus profondément dans ces chiffres, ce n'était pas aussi faible que ça. Premièrement, avec la création d'emplois, oui, c'était à peu près 100 000 emplois moins que prévu, mais c'est quand même dans une économie où il y a 150 000 millions d'emplois. Donc, une différence de 100 000, c'est pas très grand. Deuxièmement, cette chiffre a été, on va dire, réduit par deux facteurs temporaires. Premièrement, il y avait la faillite d'une compagnie qui s'appelait Yellow, ou jaune en français. Cette compagnie Yellow était la plus grande compagnie des camions et de logistique aux États-Unis. Et en gros, quand elle a fait faillite, il y avait 37 000 camionneurs et camionneuses qui étaient licenciés. Mais on suppose que ces gens vont très rapidement récupérer par la concurrence, parce que la consommation des ménages reste très fort, donc la demande pour les logistiques, ça reste fort aussi. Deuxièmement, et plus significativement, il y avait la grève à Hollywood. Il y avait premièrement la grève des écrivains de Hollywood et deuxièmement, plus récemment, la grève des acteurs et des actrices à Hollywood. Now, ça peut sembler peut-être une chose pas très importante, mais Hollywood, c'est quand même une très, très grande industrie, surtout dans le sud de la Californie. Mais c'est pas simplement les écrivains et les écrivaines, les acteurs et les actrices qui sont en grève. Au cause de la grève, il y a tout Hollywood qui est en panne. Donc, ça veut dire que les gens qui font les effets spéciaux, qui construisent les mises en scène, etc., tout ça ne fonctionne plus. Donc, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui étaient licenciées. Troisièmement, ça c'est temporaire. Donc, cette grève ne va pas durer éternellement. Je ne sais pas quand ça va terminer, mais quand ça termine, tous ces emplois vont revenir dans quelques mois. Ensuite, il y avait les autres aspects de ce rapport sur l'emploi. Il y avait l'aspect de nombre des heures travaillées. Et ça a augmenté de 34,3 34,4. Et cette augmentation implique que les travaux qui étaient créés le mois d'août, ces 187 000 travaux, sont très largement les travaux en plein temps et pas les travaux en temps partiel. Donc, ça, c'était aussi une chose qui indique que l'économie reste relativement forte. Finalement, il y avait les salaires, les average hourly earnings en anglais. Mais ça continue de monter à un rythme de 4,3% en glissement annuel, qui est moins fort qu'en Europe. En Allemagne, par exemple, on voit les augmentations de 6,5%. Au Royaume-Uni, c'est 7,5%. Mais c'est quand même solide. Si on avance sur la prochaine slide, aussi, il y avait la question de le taux de chômage aux États-Unis. Le taux de chômage, comme j'ai mentionné, a augmenté de 3,5 à 3,8%. Donc, initialement, les marchés ont dit que bon, c'est un signe de la faiblesse de l'économie américaine, mais non. La raison pour cette augmentation, c'était dans le dénominateur. Le dénominateur de cette chiffre, c'est le nombre de personnes qui cherchent le travail. Donc, le taux de participation dans la force des travailleurs aux États-Unis, dans la labor force, comme on dit. Je ne sais pas si la force des travailleurs est peut-être le bon traduit, mais le taux de participation, de toute façon, ça a augmenté de 0,2%. De 62,4 à 62,6%. Donc, ça veut dire que le taux de chômage a augmenté pas parce qu'il y avait des licenciements, mais simplement parce qu'il y avait une augmentation des gens qui cherchent du travail.
Et en gros, le fait qu'il y a plus de gens qui cherchent du travail, ça veut dire qu'il y a plus de gens potentiellement embauchés dans les mois à venir. Donc, en gros, en fin de compte, cette chiffre n'était pas aussi faible que ça. Et le marché obligataire n'est pas trop aimé. Et ça veut dire aussi que le marché d'actions et le marché d'or n'ont pas trop aimé non plus parce qu'ils sont sensibles, négativement sensibles ou inversement sensibles à des augmentations des taux d'intérêt et aussi des rendements obligataires. Si on avance sur la prochaine slide, on voit aussi qu'aux États-Unis, le taux d'inflation, c'est relativement forte baisse. C'est pas le cas en Europe, mais aux États-Unis, le chiffre d'inflation, ça continue d'être réduit à 4,7%, donc c'est plutôt une bonne signe. La Réserve fédérale, elle a ses taux d'intérêt maintenant à entre 5 et un quart et 5,5%. Et elle est peut-être finie, terminée avec ses hausses de taux. C'est tout à fait possible, elle va peut-être augmenter une fois de plus, probablement pas en septembre, mais peut-être le mois de novembre. Mais c'est très différent en Europe. Si on avance sur la prochaine slide, on voit qu'en Europe, par exemple, dans la zone euro, ce qu'on voit à la gauche, il y a le taux d'inflation qui est resté, le taux d'inflation sous-jacente qui est resté à 5,3% le mois dernier. Donc, ça n'a pas tellement changé ces derniers mois. C'est pas une forte baisse comme aux États-Unis. En revanche, le BCE, elle a ses taux d'intérêt à 4,25%. Donc, le Fed est plus 50 points de base à peu près avec ses taux relatifs à l'inflation sous-jacente. En zone euro, on est à moins 100 points de base. C'est même plus grave au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, on a un taux d'inflation sous-jacente à 6,9%. La Banque d'Angleterre, elle a ses taux d'intérêt à 5 et un quart. Donc, ça veut dire les taux réels à presque moins de 2%. En revanche, je pourrais vous dire que selon les responsables de la Banque d'Angleterre, elle ne va probablement pas augmenter ses taux en septembre. Moi, je crois qu'elle sera obligée d'augmenter ses taux encore peut-être plus tard cette année si l'inflation ne suit pas le même chemin qu'aux États-Unis. Si l'inflation sous-jacente reste plus ou moins où elle est maintenant, c'est quasiment certain que la Banque d'Angleterre finira par relever encore ses taux d'intérêt. Et la même chose pour la Banque centrale européenne. Après sa dernière réunion fin juillet, la Banque centrale européenne a dit que c'était 50-50 par rapport à une hausse de taux quand elles réunissent prochainement dans une semaine précise, c'est le 14 septembre, c'est jeudi prochain. Je ne sais pas si elle va augmenter ses taux ou non. Il y a des signes très mixtes ici en Europe. Il y a d'un côté, on voit le secteur manufacturier très, très faible, surtout en Allemagne. On voit aussi un vrai ralentissement chez les consommateurs ici en Europe. Mais de l'autre côté, il y a des très fortes hausses des salaires, surtout en Allemagne, avec les salaires qui augmentent à un rythme de 6,5% en glissement annuel. Et il y a bien sûr ce taux d'inflation sous-jacente qui reste assez têtu à 5,3%, qui ne rebaisse pas, ou au moins pas encore. Si on avance sur la prochaine slide, on voit que plus globalement, on voit que les taux d'inflation sont encore en augmentation en plein de pays, en Suisse, au Japon, dans Norvège, au Royaume-Uni, dans la Nouvelle-Zélande, la Suède, etc. Donc, c'est que deux pays, c'est les États-Unis, c'est le Canada qui voient des taux d'inflation plus bas. Mais en dehors d'Amérique du Nord, c'est pas tellement le cas. Je crois que le risque, c'est que le Fed est peut-être terminé avec ses taux d'intérêt
ces hausses de taux, mais c'est peut-être moins le cas ailleurs au monde. Si on avance sur la prochaine slide, on voit la taille, l'ampleur de ces hausses de taux d'intérêt. On voit qu'en gros, on est au même niveau des taux d'intérêt qu'on a vu avant la crise de 2008, 2009. Et je crois à long terme, il y a des très, très grandes conséquences liées à ça. La compagnie que j'ai mentionnée, Yellow Trucking, les camionneurs jaunes, je suppose que c'est le traduit plus ou moins, elle a fait faillite pour deux raisons. Premièrement, c'était une société mal gérée et trop endettée. Mais deuxièmement, la combinaison d'être très endetté avec les taux d'intérêt qui augmentent a mis la compagnie en faillite. Le problème pour l'économie, soit en Europe, aux États-Unis, dans plus ou moins n'importe quel pays, dans tous les pays, il y a des sociétés qui sont trop endettées. Mais si on est trop endetté, les taux sont à zéro, peu importe, on pourrait encore refinancer la dette pas trop cher. Mais maintenant, le refinancement, ça coûte plus ou moins 5% plus cher qu'il y a 2 ans. Donc, dans l'économie, en moyen, au moins aux États-Unis, le prêt moyen pour une société depuis les banques, c'est un prêt de 2 ans. Donc, il y a plein de prêts qui vont arriver à l'échéance, qui vont être remarqués à un niveau de taux d'intérêt beaucoup plus élevé. Et il y aura beaucoup plus de sociétés genre Yellow Trucking qui vont faire faillite. Et donc, je crois que si vous investissez dans les actions, il faut vraiment regarder le bilan de toutes les entreprises dans lesquelles on investit et éviter les compagnies qui ont des leviers qui sont très, très importants. Et en plus globalement, ça pourrait peser sur tous les indices, inclus les indices comme le CAC 40 ou comme le S&P 500 aux États-Unis. Un jour ou l'autre, comme on dit, il y aura des problèmes financiers dans beaucoup de compagnies au cause de ces hausses de taux. Si on avance sur le prochain slide, on voit en termes réels. C'est le même taux d'intérêt, mais maintenant, on enlève le taux d'inflation sous-jacente. Donc, encore ici, on voit qu'il y a vraiment que 2 pays. Il y a les États-Unis et le Canada. Et aussi un peu la Suisse. Donc, 3 pays où les banques centrales ont mis les taux d'intérêt au même niveau, plus élevé plus haut que le taux d'inflation sous-jacente. Dans la quasi-totalité des autres pays, surtout le Japon et la Suède, mais aussi la Norvège, l'Australie, le Royaume-Uni, la zone euro, la Nouvelle-Zélande, les taux restent beaucoup plus bas que le taux d'inflation sous-jacente. Donc, pour moi, il y a des banques centrales qui sont plus ou moins terminées, le Canada et les États-Unis, et les autres banques centrales qui ont encore le chemin à faire au niveau des hausses de taux d'intérêt. Si on avance sur le prochain slide, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est quand même très remarquable. C'est représentatif quasiment tous les pays, inclus la France, le Royaume-Uni, la zone euro plus généralement, qu'on a cassé la tendance de 40 ans. Pendant 40 ans, depuis le début des années 80, chaque niveau de plus haut local dans les taux d'intérêt court terme ainsi que dans les rendements obligataires était plus bas que le précédent. Et tous les niveaux plus bas étaient plus bas que le précédent. Mais maintenant, elle a bien cassé cette tendance. Et donc, je crois que ça aura des implications très, très importantes pour tous les marchés. En gros, n'importe quel marché, soit le marché immobilier, le marché d'actions, la valeur de ces marchés sont inversement corrélées au taux d'intérêt long terme. Donc, si les taux augmentent, ça veut dire que les actions auront mal à soutenir les valeurs élevées. Donc, pourquoi est-ce que les actions
hausse cette année aux États-Unis? C'est une bonne question et je crois que c'est en partie parce que les taux long terme n'ont pas augmenté jusqu'à récemment. En gros, le marché, les taux d'intérêt, ils ont beaucoup augmenté en 2022. C'était une très, très mauvaise année pour le marché actions aux États-Unis. Mais cette année, pas tellement. Mais aux États-Unis, on voit encore des très grands risques. Par exemple, si la Banque centrale du Japon, si elle arrête d'acheter ses propres obligations d'État, ce qui est déjà le cas au Japon, on voit des très fortes hausses des taux long terme japonaises. Et il y aura des effets sur les autres marchés. Donc, pendant les derniers quelques semaines aux États-Unis, on va voir une très forte hausse des rendements des obligations à 10 ans et à 30 ans. Donc, ça veut dire les prix plus bas et les rendements plus hauts. Mais ça a pesé, je crois, sur le marché d'actions ces dernières quelques semaines, inclus dans ces derniers quelques jours, où on a vu une petite correction dans ces marchés. Il y a aussi la question de la courbe des taux, la différence entre les taux court terme, par exemple le taux 3 mois, et les taux plus long terme, comme les taux 10 ans et 30 ans. Donc, si on avance sur la prochaine slide, on voit que la courbe des taux aux États-Unis, ça reste très, très inversé. Les taux de court terme sont à peu près 110 points de base, plus haut que les taux long terme. Cette inversion de la courbe des taux aux États-Unis, pour moi, c'est un indicateur de la récession. Mais c'est un indicateur qui fonctionne très bien avec une avance de 1 à 2 ans, entre 12 et 24 mois. Donc, le fait que la courbe des taux est inversée aux États-Unis, ça ne va rien dire pour les prochains quelques mois. Et on a vu récemment des chiffres aux États-Unis qui étaient globalement assez forts. Donc, il y a maintenant beaucoup de gens qui disent « Ah oui, mais la Réserve fédérale elle a augmenté ses taux d'intérêt et il n'y a pas le moindre effet. La croissance, ça continue quand même. » Et c'est vrai, mais c'est aussi faux en même temps. C'est vrai à court terme et c'est faux, je crois, à long terme. Je crois que les États-Unis vont aller vers une récession économique qui va commencer d'ici peut-être, je sais pas, entre, je dirais, 8 mois et peut-être 15 mois. Donc, si on avance sur la prochaine slide, je sais que j'ai montré ça dans le passé, mais je crois que c'est très, très important de rappeler. Et cette slide, ça montre la courbe de taux, la différence entre les taux court terme et les taux long terme en bleu, et aussi le rythme de croissance du PIB américain en noir. Donc, il y avait des inversions de la courbe. Normalement, je dirais entre 1 et 2 ans avant chaque récession dans le passé. Et maintenant, la courbe est le plus inversée depuis 1981. Et après 1981, on a eu une très, très forte récession en 1982 qui a augmenté le taux de chômage à 10,8% aux États-Unis. Donc, imaginez, maintenant, on est à 3,8%. Donc, pour moi, il y a des très, très forts risques qu'on voit, une très, très forte augmentation de chômage qui pourrait commencer quelque part l'année prochaine, en 2024. Si on avance sur la prochaine slide, c'est une autre façon de voir la même situation, le même phénomène dans les marchés. Donc, il y avait plein des cycles haussiers, des cycles de resserrement de la politique monétaire dans le passé. Il y avait quelques-uns qui a eu pour résultat ce qu'on appelle un soft landing, ça veut dire un atterrissage douce, comme par exemple en 1984 et 1995, c'était le cas. Mais il y avait aussi, la plupart du temps, plutôt les hard landing. Mais les hard landing ont suivi le dernier hausse de taux d'entre 10 et 17 mois, selon le cycle.
Donc, par exemple, la Réserve fédérale, elle a arrêté de hausser ses taux d'intérêt en février 1989. Et il y avait une récession qui a commencé 17 mois plus tard, en juillet 1990. Il y avait aussi un cycle haussier qui a terminé en mai 2000. Il y avait la récession qui s'appelle le tech wreck, qui a fait baisser les taux, les actions de la Nasdaq à un rendement de moins 85%. Imaginez, ça a pris 15 ans pour taper un nouveau record vers le haut. Et ensuite, il y avait cette très fameux, connu dans le mauvais sens, cycle haussier qui a terminé en juin 2006. Mais initialement, il n'y avait rien. Le troisième trimestre et le quatrième trimestre de 2006, il y avait de la très forte croissance. Même chose dans le premier trimestre de 2007, encore la croissance. Et ensuite, il y avait une croissance plutôt molle dans le deuxième et troisième trimestre de 2007. Et les gens, à l'époque, ils ont dit, ah oui, c'était très bien, il y a un soft landing qui est en train de se produire aux États-Unis. Et c'était vrai au début. Mais le problème dans les situations comme ça, et je crois la situation actuelle, est que l'avion économique, ça va attirer d'une manière très, très douce. Mais le problème est que la piste d'atterrissage est trop courte. Donc, l'avion va s'écraser quand même quand il n'y a plus de piste. Par exemple, en décembre 2007, il y avait une récession qui a commencé. C'était la récession, bien sûr, la grande récession qui a dans la crise financière de 2008-2009. Et ça a fait augmenter le taux de chômage de 4,4 à 10%. Donc, je crois que ce taux de chômage de 3,5 ou 3,8%, c'est très bien, mais ça ne va pas durer. Donc, imaginez que la Fed a fait son dernière hausse de taux le mois de juillet. Si on rajoute 10 mois, ça veut dire une récession qui commence peut-être en mai prochain. Si on rajoute 17 mois, peut-être en janvier 2025. Mais d'une façon ou l'autre, je crois que l'ampleur de ces hausses de taux qui est quand même beaucoup plus grand que n'importe quel autre cycle hausse de taux depuis 1981, ça va produire une récession. Donc maintenant, on est dans cet espace où le fait est probablement terminé, mais l'économie, ça continue de faire la croissance qui était toujours le cas. C'était le cas au fin des années 80, c'était le cas en l'année 2000, c'était le cas fin 2006, début 2007, même mi-2007, même presque fin 2007. Mais je crois qu'un jour ou l'autre, il y aura une récession aux États-Unis et je crois que ça sera une très, très mauvaise chose pour le marché d'actions. Je crois que le marché d'actions, ça pourrait baisser de, je sais pas, 40, 50, 60%. Donc, ça va être une chose très, très violente. Il y a aussi des autres raisons pour s'inquiéter de la situation actuelle. Si on avance sur le prochain slide, on voit la taille du déficit budgétaire américain. Si on regarde, par exemple, dans le passé, si on revient à l'année 2000, quand il y avait cette récession qui a commencé en janvier 2001, dans cette époque, la fin de l'administration de Bill Clinton et le tout début de l'administration de George Bush, il y avait un excédent budgétaire aux États-Unis qui était presque 2% du PIB. Donc, quand il y avait la récession de 2001, l'administration de George Bush, ils ont convaincu le Congrès américain de réduire les impôts. Donc, il y avait une baisse d'impôts pour tout le monde. Et ensuite, il y avait le 11 septembre et ensuite, il y avait pas mal de dépenses sur le militaire américain, en plus que des très, très fortes réductions de la taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Mais le fait qu'il y ait une réponse fiscale à cette situation qui a aidé l'économie à rebondir. Et ensuite, si on regarde en 2007,
la fin de l'administration de George Bush, George W. Bush, le deuxième Bush. En 2007, juste avant la crise financière, il y avait un déficit budgétaire de 1% du PIB, qui est quand même relativement petit. Donc, ça veut dire que quand la récession a frappé les États-Unis en 2008, c'était possible pour le gouvernement d'avoir plusieurs réponses. Premièrement, il y avait le bail-out de toutes les banques qui a coûté les contribuables aux États-Unis 750 milliards de dollars. Il y avait aussi, fin George Bush, début Barack Obama, une bail-out de l'industrie des automobiles aux États-Unis. Donc, on a sauveté Ford et General Motors et Chrysler. Et ça a coûté aux contribuables encore 300, 400 milliards de dollars. Et en plus, il y avait des autres réponses. Il y avait un programme pour stimuler l'économie américaine de 700 milliards de dollars pour créer des infrastructures, etc. Et finalement, il y avait encore une baisse des impôts. C'était une réduction de ce qu'on appelle le payroll tax aux États-Unis. Donc, ça veut dire que c'était une réduction des charges sociales qui paient les Américains d'à peu près 2% du PIB. Donc, ça a fait exploser le déficit, mais ça a aidé l'économie à rebondir. Mais maintenant, la situation est très, très difficile aux États-Unis. Pour l'instant, le déficit budgétaire aux États-Unis s'élève à 8,6%. Donc, avec un déficit d'une telle taille, comment est-ce que les États-Unis vont réduire les impôts? C'est inimaginable. Comment est-ce qu'ils vont augmenter les dépenses d'État comme ils ont fait en 2001 et comme ils ont fait en 2008, 2009 et ensuite surtout dans la pandémie quand Trump et ensuite Biden ont fait exploser le déficit américain à presque 20% du PIB. Donc, les États-Unis n'est pas unique. En France, par exemple, le déficit budgétaire, c'est quand même relativement élevé. Au Royaume-Uni, etc., les déficits sont en moyenne de 5% du PIB. Donc, dans n'importe quel pays, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, c'est très difficile à imaginer les baisses d'impôts ou les augmentations de dépenses d'État. Il y a une seule exception parmi les pays occidentaux, et c'est le Canada. Le Canada, elle a un tout petit déficit budgétaire. C'est bien pour eux, mais le problème est que le Canada, c'est un bel pays, mais ils ont 36 millions de personnes par rapport à 330 millions aux États-Unis. Donc, leur économie est une dixième la taille de celle des États-Unis, même moins, peut-être une douzième de la taille de l'économie américaine. Donc, c'est très bien pour les Canadiens, mais ils ne pourraient pas nous sauver. Le sauvetage, ça devrait prendre lieu prendre place dans les pays plus grands, comme celle de la zone euro, les États-Unis, et ne sont pas en position fiscale pour le faire. Donc, ça veut dire quoi? Je crois qu'il y a une récession, et cette récession, ça va provoquer des très, très fortes baisses des taux d'intérêt. Surtout aux États-Unis, si l'inflation rebaisse. Mais le problème en Europe, c'est difficile de baisser les taux d'intérêt si l'inflation sous-jacente reste à 5 ou 6% selon le pays. Si on regarde le prochain slide, on voit aussi l'ampleur des dépenses d'État aux États-Unis. Par exemple, sous Barack Obama et Donald Trump avant la pandémie, les dépenses de le gouvernement fédéral, c'était 20% du PIB. Et ensuite, sous Trump, avec la pandémie, les dépenses d'État sont augmentées à 35% du PIB, le niveau le plus élevé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant, chez Biden, sous Biden, on voit les dépenses d'État à 25% du PIB. Donc, ça veut dire 5% du PIB plus, un quart de plus en proportionnel.
les dépenses d'État aux États-Unis sont tout simplement hors contrôle. Et le problème est que les recettes, les revenus, comme on dit en anglais, les recettes fiscales ne sont pas là. La recette fiscale, ça s'élève à 16,5% du PIB. Et donc, ça explique le déficit budgétaire massif de 8,5%. Donc, ça veut dire que s'il y a une récession, il n'y aura que la Réserve fédérale qui pourrait répondre et elle va répondre en réduisant énormément les taux d'intérêt à court terme aux États-Unis. Si on avance sur le prochain slide, on voit aussi le problème, l'autre problème de la politique monétaire, c'est pas simplement les hausses de taux, c'est aussi les réductions des bilans des banques centrales. Donc, le bilan de la Réserve fédérale, c'est une très forte baisse et je crois que ça, c'est aussi une mauvaise chose pour les marchés d'actions à l'avenir. Le marché d'actions, elle a adoré l'explosion de bilan de la Fed quand elle a imprimé presque 5 000 milliards de dollars entre mars 2020 et mars 2022. Mais depuis, elle réduit la taille de son bilan. Et je crois que c'est pas nécessairement une très bonne chose pour les actions aux États-Unis. Pour moi, les actions, ça pourrait peut-être augmenter, hausser d'ici la fin d'année s'il y a suffisamment de gens qui vont retester le niveau le plus haut de fin 2021, début 2022. Mais je crois que si on se rapproche au niveau record pour le S&P 500, il faut vraiment penser de vendre. Je ne pourrais pas vous donner des conseils, mais il faut au moins penser si c'est une bonne chose de rester dans ces marchés. Si on regarde aussi le prochain slide, on voit aussi que la Réserve fédérale, son bilan, même si ça a beaucoup augmenté, c'est tout petit par rapport à celle de la Banque centrale européenne, qui est en train de réduire son bilan d'une manière très rapide. Et c'est aussi un tout petit bilan par rapport à celle de la BOJ, la Banque du Japon. Donc, on a vu que la Banque du Japon, pour l'instant, elle a ses taux à moins 0,1%. Et elle a aussi un taux d'inflation maintenant qui dépasse 4%. Donc, parmi toutes ces banques centrales, c'est elle qui a les taux d'intérêt réels qui sont le plus négatifs, à plus de moins 4% en termes réels. Et donc, la BOJ, elle a commencé le mois dernier à assouplir son cible pour ses taux d'intérêt long terme. Avant, il y a quelques mois, elle a ciblé un taux 10 ans au Japon à 0,5%, à 0,25%. Ensuite, elle a augmenté à 0,5% et ensuite, elle a dit que non, c'est pas une limite, c'est une cible douce, c'est une soft target, comme elle a dit. Et maintenant, le taux d'intérêt à 10 ans au Japon, ça a augmenté à presque 0,7%. Ça reste très bas, mais ça a triplé depuis le début d'année. Et je crois avec ça a mis la pression vers le haut sur les rendements sur les OAT françaises, sur les bonds allemandes, sur les trésors américains, sur les gilts ici en Angleterre. Et je crois que c'est probablement pas une très bonne chose pour les marchés. Si on avance sur le prochain slide, on voit encore cette relation entre la valorisation de le marché d'actions aux États-Unis, ce qu'on voit en noir. Ça, c'est la capitalisation boursière de la S&P 500 en pourcentage du PIB. Et ensuite, dans la ligne bleue, on voit le taux 10 ans pour le rendement de trésor américain 10 ans. Donc, en gros, quand les taux sont très bas, comme c'était le cas pour le dernier quart de siècle, le marché, ça pourrait soutenir des valorisations très élevées. Mais je crois que le risque pour les marchés, si les taux d'intérêt, ça ne rebaisse pas, surtout sur la partie long terme. C'est possible que s'il y a une récession, les banques centrales vont réduire
d'une manière très rapide des taux court terme. Mais vu la taille des déficits budgétaires, les pressions inflationnistes qui restent dans les pays, c'est pas nécessairement le cas que les taux d'intérêt long terme et les rendements long terme vont baisser. C'est pas clair pour moi que le marché d'actions pourrait soutenir les valorisations aussi élevées. Donc, si on avance sur le prochain slide, on voit ici le marché d'or. Le marché d'or n'a pas vraiment performé depuis 3 ans pour 2 raisons. Premièrement, elle n'a pas du tout un dollar fort. Pour l'instant, le dollar, c'est une devise très, très forte par rapport à la quasi-totalité des devises, surtout contre le yen japonais, qui est une devise très faible, et aussi contre le yuan, le renminbi chinois, aussi une devise très, très faible. Mais même l'euro souffre, même le livre sterling souffre face au dollar. Donc, le fait que le dollar est très fort, c'est pas une bonne chose pour le marché d'or. Deuxièmement, il y avait aussi le fait des très, très fortes augmentations des taux d'intérêt. Donc, le marché d'or en particulier, elle n'aime pas quand les anticipations bougent dans le sens des hausses de taux. Donc, le fait qu'on est allé en 2 ans d'anticiper les taux à 0, à anticiper les taux à 4, 5, 6%, c'était pas une bonne chose pour le marché d'or. Donc, de l'or. Donc, si on voit le prochain slide, dans ce marché, elle a anticipé la très forte hausse de l'inflation à l'avance. Quand la Réserve fédérale a commencé à rebaisser ses taux d'intérêt en 2019 et en 2020, il y avait une très, très forte augmentation dans le prix d'or. C'est allé de 1200 à presque 2000 dollars par ounce. Mais ensuite, avec l'arrivée de l'inflation, il y avait aussi l'arrivée des anticipations et ensuite la réalité des hausses de taux. Donc, depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans, 3 ans et 1 mois, 2 mois, le prix d'or est allé à nulle part. Mais je crois que ça va changer quand il y a une récession aux États-Unis. La Réserve fédérale sera obligée de rebaisser les taux d'intérêt probablement en 2024 ou en 2025. Et ensuite, on va voir probablement, selon moi, des prix d'or beaucoup plus élevés, ce qu'on voit actuellement. Si on avance sur le prochain slide, on a parlé aussi de pétrole la dernière fois. Le prix de pétrole a augmenté depuis 2 mois maintenant. Et je crois qu'elle a été soutenue par cette baisse de production de l'OPEP, qui a réduit la production de 3,5% depuis octobre dernier, inclut une réduction supplémentaire de 1% en juin. Donc, ça veut dire 1% par rapport à la taille du marché global mondial. Mais aussi, on voit que le prix de pétrole, ça reste plus bas qu'il y a 12 mois. Donc, cette faiblesse, je crois, c'est lié à 2 choses. Premièrement, si on avance sur le prochain slide, il y avait aussi l'augmentation de la production aux États-Unis. Et ça a augmenté même pendant cet été. C'est allé de 12,3 à 12,7 millions de barils par jour. Donc, par jour. Donc, je crois que c'est le problème pour l'OPEP, c'est que le fait d'avoir le prix de pétrole tellement élevé maintenant, ça incentivise, ça encourage les gens aux États-Unis de piller encore pour le pétrole et de produire encore du pétrole. Deuxièmement, si on avance sur le prochain slide, on a la question de la croissance en Chine. L'économie chinoise, oui, pardon, cette slide aussi, c'est très intéressant. Donc, on voit, il y a en gros 3 entités dans le marché de pétrole au niveau des producteurs. Donc, il y a l'OPEP, OPEC, comme on dit en anglais,
Et ensuite, il y a non-OPEC. Donc, ça veut dire en le bleu foncé, on voit les pays qui sont pas techniquement dans l'OPEP, comme la Russie, par exemple, mais qui sont alignés dans ce qu'on appelle OPEP+. Et ensuite, dans le bleu clair, à la droite, il y a des pays comme les États-Unis qui ont des producteurs indépendants qui n'ont rien à voir avec l'OPEP. Donc, les États-Unis, les États-Unis sont devenus le producteur de pétrole le plus important du monde. Ça dépasse la Russie et ça dépasse aussi l'Arabie Saoudite. Donc, pour l'instant, l'OPEP, ça reste très discipliné au niveau de ses réductions de production. Mais je crois à long terme, ça va être insoutenable. Je crois que les Saoudiens, ils ont réduit leur production beaucoup plus que dans les autres pays. Et je crois qu'il y aura un moment de ras-le-bol où ils disent que bon, les États-Unis, ça produit de plus en plus de pétrole parce qu'on a gardé le prix trop élevé, donc ça encourage les Américains d'investir. Et ensuite, les Russes, ils n'ont pas vraiment réduit sa production. Donc, c'est nous, les Saoudiens, qui ont le fardeau de réduire notre production massivement pour garder le prix élevé. Et je crois qu'il y a peut-être un moment de ras-le-bol, comme elle a fait en fin 2014. Où elle a lâché le prix de pétrole, elle a augmenté la production, et ensuite le prix de pétrole s'est allé de $100 le baril à 23. Donc, je crois qu'il y aura un moment comme ça dans les prochains quelques mois, peut-être plus tard cette année. Si on avance sur le prochain slide, tous les marchés des matières premières sont très, très liés à la croissance en Chine. La croissance en Chine, c'est très, très mal à cause de la situation immobilière en Chine. Des ménages ne veulent pas dépenser beaucoup. Une des raisons pourquoi la consommation était tellement forte dans les pays comme la France et les États-Unis, que nos gouvernements étaient très généreux avec les aides pour le COVID, pour les gens qui étaient licenciés. En Chine, il n'y avait pas d'aide. Et ça, c'est le grand paradoxe. Dans les pays, on suppose d'être gouvernés par des gouvernements capitalistes, comme les États-Unis et la France. Les gouvernements étaient très socialistes dans leur réponse à COVID. En Chine, c'était une réponse à COVID qui était d'un côté draconien au niveau des restrictions COVID et des lockdowns, etc. Mais de l'autre côté, en dehors des confinements, il n'y avait vraiment pas d'intervention d'État au niveau des aides économiques. Donc, les ménages chinois, elle a dû utiliser ses propres économies pour survivre dans cette période. Donc, malgré le fait que la Chine est rouverte au monde, il n'y avait pas tellement de la croissance au niveau des consommateurs. Si on avance sur le prochain slide, on voit aussi que la Chine est massivement endettée. Si on avance encore une slide, pardon. Mais on voit que la Chine est massivement endettée. Si on avance sur la slide suivante, on voit que le niveau de dette sur PIB en Chine est plus élevé que même aux États-Unis, en zone euro et dans le Royaume-Uni. Donc, ça, c'est pas une bonne chose non plus pour l'économie chinoise à l'avenir. Si on avance sur le prochain slide, une grande partie de cette dette est financée avec des emprunts sur le marché obligataire. Et le prix pour ces obligations a beaucoup baissé ces derniers mois. Et donc, ça veut dire que les rendements des obligations sont beaucoup plus forts que dans le passé. Donc, la Chine, elle a non seulement énormément de la dette, mais ça coûte de plus en plus cher pour le refinancer. Donc, il y avait plein de faillites récemment en Chine, inclus une très, très grande compagnie qui s'appelle China Dream, qui est au bord de la faillite, comme ses prédécesseurs, comme Evergrande et comme Fantasia.
Et donc, le marché immobilier en Chine est en train d'imploser, un peu comme elle a fait en Espagne, en Irlande et aux États-Unis avec la crise de 2007-2009. Donc, je crois que la Chine expérience son propre crise maintenant. Et je crois que l'administration de Xi Jinping, elle est très, très lente à reconnaître l'ampleur des problèmes économiques en Chine et de formuler une réponse qui va être suffisamment grande pour contrer les effets néfastes d'un marché obligataire qui est en train d'imploser en Chine. Si on regarde le prochain slide, en Chine, on voit aussi une très, très grande faiblesse de la monnaie chinoise. Le renminbi ou le yuan, c'est une très, très forte baisse contre le dollar américain. Et cette graphique que j'ai fait il y a quelques jours et maintenant, elle a besoin d'une mise à jour. Parce en gros, aujourd'hui, la devise chinoise elle a tapé son niveau le plus bas depuis 16 ans. Donc, je crois que c'est un indicateur aussi de la faiblesse en Chine et de la faiblesse potentielle pour la consommation de beaucoup de matières premières. Donc, je crois qu'il y a que quelques slides qui restent, mais je vais mettre une pause maintenant parce qu'il y a 10 minutes plus ou moins pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, peut-être on pourrait répondre maintenant.